asking the games. Hide my phone without you. I'll cross the street and call a friend. Then run down the river. Thank God I made this time. Le plus beau jour d'une vie, dit-on. La naissance d'un enfant, pour beaucoup d'entre nous, c'est un moment unique, incomparable. L'arrivée d'un bébé, c'est bien sûr une nouvelle vie qui commence. C'est aussi la naissance des parents, la naissance d'un père, la naissance d'une mère. Dans ce nouveau numéro d'Enquête de région, nous verrons que devenir parent, c'est un accomplissement tout sauf évident. Nous nous inviterons ensemble dans le quotidien de familles de Bourgogne-Franche-Comté, chez des mamans d'à peine 18 ans et d'autres déjà quadragénaires. Nous entendrons des hommes et des femmes qui cherchent désespérément à devenir parents et d'autres qui ne veulent surtout pas d'enfants. Parents à tout prix, voici le sommaire. Apprendre qu'on est enceinte à 15 ou 16 ans, c'est un cataclysme dans la vie d'une adolescente. Si les 2/3 choisissent de ne pas garder l'enfant, les autres ont besoin de soutien pour apprendre à être parents. Moi, sincèrement, j'étais perdue. Je savais pas. Je savais pas du tout. Je me voyais pas du tout être enceinte à l'âge que j'avais. Être maman, c'était pour moi, non, on n'était pas prêts. De toute façon, j'étais pas prête. L'accès à la paternité est souvent une épreuve pour un couple homosexuel. Discrimination, homophobie, même s'ils peuvent désormais adopter, dans les faits, peu y parviennent. 2 couples d'hommes ont accepté de témoigner. Le monde est peut-être un peu plus ouvert, mais il y a quand même des choses qu'on entend sur l'homosexualité, toujours maintenant, cette époque-ci, qui me font penser que oui, ça doit peut-être être un peu plus difficile pour les garçons, pour 2 garçons en tout cas, d'adopter, ouais. L'heureux événement est aussi un sacré budget. Entre couches, vêtements et jouets, comment assurer le bien-être de son enfant tout en préservant son porte-monnaie? 2 familles bourguignonnes témoignent. C'est un bon sacrifice quand même, parce que du coup, c'est une bonne joie de vivre, les enfants. Cadeau de la vie ou simple choix, de plus en plus de femmes deviennent mères après 40 ans. Au-delà des risques cliniques accrus, on pointe souvent le fossé générationnel entre la mère et l'enfant, mais les mamans sont aussi plus disponibles pour leur enfant. Il paraît que parents un peu plus tard, on reste plus jeune, donc tant mieux, ça nous rajeunira. Parents à tout prix, c'est tout de suite dans Enquête de région. C'était banal il y a plusieurs décennies. Avoir un enfant jeune, ce n'est plus si courant et d'ailleurs pas forcément engageant. Devenir maman quand on a moins de 18 ans, c'est beaucoup de sacrifices à faire. Les difficultés financières, l'arrêt prématuré des études, le regard des autres. Maman en mode mineur, c'est un reportage de Catherine Schulboum, Antoine Laroche et Joey Gutleben. Au moment où je suis tombée enceinte, j'avais 16 ans et quand je l'ai su, je l'ai su une semaine après mes 17 ans. Là, je me suis dit, je suis en terminale, j'ai pas fini mon bac, je suis chez ma maman. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Non, je peux pas, quoi. Donc au début, je dis non, je peux pas le garder, je peux pas le garder. Moi, sincèrement, j'étais perdue. Je savais pas. Je savais pas du tout. Je me voyais pas du tout être enceinte à l'âge que j'avais. Être maman, c'était pour moi, non, on n'était pas prêts. De toute façon, j'étais pas prête. Morgane et Émilie ont vécu la même histoire à 20 ans d'intervalle. Marion a aujourd'hui 22 ans. Difficile pour elle d'imaginer le parcours de sa mère et les bouleversements que sa naissance a provoqués. Souvent, quand je montre des photos d'elle, souvent ils me disent « Ah, votre maman, elle est jeune » et je dis « Bah oui, normal, elle m'a eu à 18 ans. » Depuis, la maman de Marion a eu 3 autres enfants, dont Paloma, la petite dernière. Mais en 99, elle n'avait pas prévu du tout d'être mère, d'autant qu'elle avait des rapports tendus avec sa famille. Tu mangeras pas les crevettes, mais je t'en rajouterai quelque chose là. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? J'avais peur. J'avais peur parce que je savais que j'étais trop jeune.
J'avais peur parce que je savais que mes parents allaient me démonter. J'allais m'en prendre plein la figure, comme d'habitude. Et j'avais peur parce que je ne savais pas à ce moment-là ce que Franck voulait réellement avec moi. Comment le dire et à qui? Que faire? Le garder ou pas? Pour Émilie, il y a 22 ans, ou pour Morgane, il y a 2 ans, la problématique est la même. Et c'est à ce stade que les centres de planification et d'éducation familiale, mis en place au niveau des départements, vont jouer leur rôle. Quand on voit des mineures enceintes, en fait, le questionnement au départ, ça va être poursuite de la grossesse ou pas, sachant que la plupart des mineures enceintes vont opter pour une interruption de la grossesse. L'important, c'est effectivement que la patiente, la jeune, ait confiance dans les intervenants et montrer que on travaille les uns avec les autres, que les informations vont être transmises. Médecins, mais aussi sages-femmes ou conseillères conjugales sont là pour soutenir, aider sans juger, écouter les arguments mis en avant par la future jeune maman. C'est l'imaginaire autour du bébé, mais c'est aussi je ne voudrais pas refaire comme mes parents, donc moi je vais faire autrement. Je ne serai pas seule. J'aurai un but dans la vie, élever un enfant. Et il y aura quelqu'un qui va m'aimer. Parce que je vois pas qui c'est qui m'aime en ce moment, au moins un enfant va m'aimer. Avec les très jeunes filles, la principale difficulté, elle n'est pas médicale à proprement parler, elle est surtout dans l'observance du suivi. Souvent, elles sont dans des situations familiales un petit peu complexes, elles ont du mal à se rendre compte de la responsabilité de devenir mère. Dans le Doubs, 5 à 6 000 déclarations de grossesse sont établies chaque année. Quel que soit l'âge de la mère, elles sont examinées et peuvent faire l'objet d'une prise de contact par les services de protection maternelle et infantile. On considère que toute femme enceinte, toute femme qui accouche peut être dans une situation de vulnérabilité. La période périnatale elle-même est une période de fragilité, que ce soit médicale, que ce soit physique, que ce soit psychique ou sociale. Il peut avoir une fragilité chez toute femme qui accouche. Merci. Pour Morgane, les difficultés sont arrivées après la naissance de son bébé. Alors, comment vous allez? Moi, ça va très bien en ce moment. Je suis contente, ça avance. Après 10 mois passés chez ses parents, elle a fini par accepter de se faire aider au centre maternel et parental, malgré ses appréhensions. Pour moi, j'avais en tête un foyer avec des chambres aussi qui sont cruelles, donc je voulais pas. Et j'ai cherché un appartement pendant au moins 3 mois et plus je regardais, moins j'avais envie. Donc du coup, après, j'en ai parlé au monsieur de la PMI qui venait chez moi. Et puis il m'a dit, je viens avec toi et si tu le sens pas, t'y vas pas. Et du coup, c'est comme ça, on a eu un rendez-vous et puis j'ai fini par venir. Depuis, la jeune femme a un petit appartement dépendant du centre maternel. C'est un lieu d'accueil, mais pas seulement. C'est aussi une équipe pluriprofessionnelle qui apporte un accompagnement, une aide matérielle, éducative, administrative, psychologique aux parents qui rencontrent des grandes fragilités. Les mères peuvent venir ici, avec ou sans l'enfant, pour rencontrer la psychologue ou un éducateur à leur guise. Notre travail, c'est d'instaurer de la confiance pour qu'ils puissent justement venir déposer leurs difficultés à être parents, sans être jugés, sans qu'il y ait des conséquences compliquées pour eux, et de pouvoir dire, voilà, pour moi c'est difficile sur ce point-là, ce point-là. Après, nous, notre travail, c'est vraiment d'observer ce qui va bien, pour valoriser ce qui va bien, pour travailler ce qui est plus compliqué. On a une relation maman-copine, mais elles savent où sont les limites. C'est-à-dire que je reste quand même la maman, on obéit entre guillemets à ce que je dis, mais à côté de ça, oui, on rigole ensemble, on danse ensemble, on met la musique à fond, on joue ensemble, on fait des grimaces, on va sur Snap, on fait voilà, oui. C'est vrai qu'avec ma mère, on est très proches, alors on va souvent rigoler ensemble. Enfin, après ça, c'est les relations mère-fille qu'on peut avoir aussi, même si on a une mère qui est plus âgée, je pense. Dans tous les cas, l'arrivée du bébé rebat les cartes, suspend ou interrompt les études, révise les priorités et fait souvent mûrir plus vite les jeunes parents. Avoir des responsabilités aussi jeunes, ça fait grandir forcément. Parce qu'on sait ce que c'est que la vie. On a eu un enfant jeune, on a galéré pour manger tous les mois parce qu'on n'avait qu'une seule paye, on a galéré pour acheter du lait, galéré pour acheter des couches.
Voilà, moi, nous, en tant que parents, s'acheter rien. Il me permet d'être plus mature, de plus me recentrer dans ma vie, d'être plus cadrée, on va dire. C'est bien. Lui, sans s'en rendre compte, il m'apporte un peu un cadre. Parce que je suis obligée d'avoir un cadre pour lui et du coup, ça m'en met un aussi. Puis au final, maintenant, je suis la plus heureuse. D'une grossesse non désirée au départ, elles ont fait une force, seules ou avec le papa, une résilience en quelque sorte imposée par la vie. Oui, on peut être maman jeune, mais on peut aussi prendre le temps de faire notre adolescence, de rentrer dans la vie active, dans la vie d'adulte. Je me dis comment elle a fait. Vraiment, parce qu'en vrai, pour moi, il faut être courageux. Moi, personnellement, je me verrais pas avec un enfant là maintenant. Je suis fière de ça, je suis fière d'elle en fait, parce que vraiment, je trouve que c'est beau ce qu'elle a réussi à construire. Je regrette pas, hein, mais pour moi, la priorité pour mes filles, c'est pour mes 4 enfants, c'est travailler à l'école. Donnez tout ce que vous pouvez, faites un métier qui vous plaît et profitez de la vie. Et les enfants, ça viendra quand ça viendra. Alors un enfant, ça viendra quand ça viendra, nous disait cette mère de famille, et parfois ça ne vient pas, vous en savez quelque chose, Aurélie Berdin. Vous coordonnez ici le service AMP. C'est quoi ce service et à qui s'adresse-t-il ? Alors l'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. On entend aussi parler de PMA, procréation médicalement assistée. Et l'AMP, ça s'adresse à tous les couples qui essaient d'avoir un bébé. C'est ce qu'on appelle l'infertilité. Et c'est un service qui est beaucoup sollicité aujourd'hui ? Ah oui, puisque 15% des couples vont venir consulter pour avoir un diagnostic et éventuellement une prise en charge de cette infertilité. Donc un couple sur 6 vient vous voir ? Oui, tout à fait. Tout le monde ne bénéficiera pas forcément des techniques d'AMP, mais par contre, on va faire des diagnostics, des bilans, et puis enchaîner peut-être après avec une prise en charge. Et pourquoi ça ne marche pas ? Qui est concerné par cette infertilité ? Alors tout le monde est concerné, la femme, l'homme, et puis quelquefois malheureusement les deux. Quelle technique vous utilisez ? Comment vous venez en aide finalement, médicalement, à ces couples qui cherchent à avoir des enfants et qui n'y arrivent pas ? Alors, on va d'abord faire un bilan au préalable et ensuite, avec ce bilan, on va pouvoir proposer différentes techniques. Donc, on a les inséminations intra-utérines, où en gros, on va déposer le sperme du mari dans l'utérus de la dame. La fécondation in vitro, où là, ça va se faire au laboratoire. On va récupérer les ovocytes de la dame, les spermatozoïdes du monsieur, on va faire la fécondation et déposer ensuite les embryons dans l'utérus. Et puis on peut également avoir accès aux dons de gamètes, dons de sperme ou dons d'ovocytes. Alors l'hôpital de Besançon, il est réputé pour son service AMP. Vous avez des résultats plutôt bons par rapport aux hôpitaux, aux autres hôpitaux français. Est-ce qu'on parle de taux de réussite ? Vous parliez d'un couple sur 6 qui vient vous voir. À combien vous donnez d'enfants, entre guillemets ? Alors, avant de parler de taux de réussite, on peut déjà parler du taux de fertilité naturelle, puisque ça, c'est des notions qu'on n'a pas forcément. Une femme de 25 ans, elle va mettre à peu près 6 mois pour tomber enceinte, 5-6 mois. On dit que le taux de fécondité, il est de 25%. À 40 ans, ce taux, il descend à 5%. Et malheureusement, on voit arriver dans les services beaucoup de patientes de plus de 38 ans qui ont déjà une diminution de la fertilité. Donc nous, on va pouvoir proposer des techniques qui vont un peu les aider, mais on ne va pas améliorer ce taux de fertilité par rapport à l'âge. Vous n'êtes pas des magiciens. On n'est pas des magiciens, c'est toujours ce que je dis aux patients. On va leur donner un petit coup de pouce, mais malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et on ne peut pas aller contre la nature. Néanmoins, au niveau français, je crois qu'aujourd'hui, c'est un bébé sur 30 qui naît grâce à des services AMP, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est énorme. 3 à 4%, ça représente
représente à peu près en France 25 000 bébés. Alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les prises en charge au sein de vos services, elles sont gratuites pour les patients. Hein. C'est ça, la sécurité sociale prend ça en charge. C'est ça, les patients ne déboursent pas d'argent. On va demander une entente préalable avec la CPAM et toutes les techniques et les traitements dont les patients vont bénéficier vont être pris en charge à 100%. Dites-moi Aurélie Berdin, on parle beaucoup en ce moment de la loi PMA pour toutes. Alors cette loi elle a été votée par l'Assemblée, il y a des navettes parlementaires avec le Sénat, elle n'est pas encore adoptée définitivement. Mais est-ce qu'il y a déjà un impact sur votre service? Est-ce que vous vous préparez à un afflux de nouvelles patientes? Oui, tout à fait. On voit beaucoup de patientes qui commencent à prendre des informations, à venir en consultation, que ce soit des femmes seules qui veulent un petit peu savoir où en est la loi par rapport à leur prise en charge, des femmes homosexuelles ou des femmes qui veulent conserver leurs ovocytes. Et donc, vous vous préparez une montée en charge du service à vous étoffer, entre guillemets? Oui, tout à fait, oui, avec, on espère, un petit peu plus de personnel dans les services pour pouvoir aboutir à cette demande qui va être assez forte. Eux aussi s'aiment et ils souhaitent fonder une famille. Pour les couples d'hommes, devenir parents, c'est souvent un parcours du combattant. Depuis 2013, la loi les autorise à adopter, mais les démarches sont fastidieuses, elles découragent la plupart des prétendants. Du coup, certains se tournent vers l'étranger et vers la gestation pour autrui. Deux pères pour un enfant, c'est un reportage de Florence Donjon, Anthony Capra et Valentin Châtelier. Ouh, regarde. Au milieu des jouets, Bruno et Romain profitent d'un nouveau bonheur depuis 10 mois, celui de la paternité. Où est-ce que tu vas, Crapule? C'est presque incroyable, hein, vu le parcours qu'on a eu, les difficultés. Et là, de se dire, maintenant, aujourd'hui, il a 10 mois. Et on peut jouer avec, on est dans sa chambre, il a ses jouets, il est avec nous, il sourit, il rigole. Un rêve devenu réalité pour ce couple formé il y a 10 ans et marié depuis l'année dernière. À 39 et 53 ans, l'un comme l'autre avait fini par renoncer à devenir père. Moi, je pense que c'est un désir que j'avais enfoui au plus profond de moi-même, hein, puisque de par la nature de notre relation, je savais qu'il y avait trop peu de possibilités. Et en fait, donc c'est quelque chose que j'avais un peu laissé de côté. Hein. C'est quelque chose que j'ai espéré, attendu, réfléchi depuis de nombreuses dizaines d'années, on peut dire. Et puis, j'ai vraiment exploité beaucoup de voies possibles. Hein. Donc, la coparentalité, l'adoption, la copine, la bonne voisine. C'est grâce à un couple d'amis que Bruno et Romain entendent parler de la GPA, la gestation pour autrui. C'est Bruno qu'on a eu le premier l'idée et qui s'est dit, tu vois, ça c'est possible. Puisqu'un autre l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Hein. Hop, autre. Au galop. Le 30 avril 2020, Marius naît à Silverton, dans l'Oregon, aux États-Unis, grâce à la GPA. Les deux hommes ont eu recours à une donneuse d'ovocytes pour procéder à la fécondation in vitro avec leur sperme. L'embryon a ensuite été implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. Une pratique illégale en France, mais autorisée dans 16 pays. Chaque année, 1 millier de couples français optent pour cette technique. Ouais. Bruno et Romain ont choisi les États-Unis, où la pratique est très encadrée. Oui, la GPA est interdite en France, mais nous, on n'a pas fait un acte interdit. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on a fait un acte légal. On est allé dans un pays où c'est légal, où c'est encadré, où ça se fait depuis des dizaines d'années, où Sarah, la maman porteuse, elle a fait ça pas pour se nourrir, puisqu'elle est parent, elle déjà, c'est obligatoire. Après une première tentative et une fausse couche, le couple suit la grossesse de Sarah à distance avec un peu d'appréhension. C'est une première pour elle. Mais à cause de l'épidémie de Covid-19, rien ne se passe comme prévu. Impossible pour les futurs parents d'assister à l'accouchement. La première rencontre avec leur fils n'a lieu que le lendemain. Un moment très émouvant pour le couple. Après 3 ans de démarches et d'allers-retours, Bruno, Romain et Marius forment enfin une famille. Un bonheur qui n'est pas accessible à tous les couples en raison de son coût, plus de 150 000 €.
Il faut payer l'agence pour trouver la maman porteuse, il faut trouver l'agence pour la donneuse, il faut faire des contrats d'avocat avec chaque agence, il faut payer la sécurité sociale de la mère porteuse, la sécurité sociale de Marius, la sécurité sociale d'un de nous pendant les premières semaines, les frais d'avion, de déplacement, les médicaments, puisqu'il faut synchroniser les cycles hormonaux, donc tous les médicaments pour les femmes aussi sont à payer, les soins pour Marius. Donc tout ça fait un coût global qui est élevé, mais ce n'est pas le coût qui va à ceux qui voudraient le dire à une exploitation d'un corps ou autre. Sur cette somme, Sarah, la mère porteuse, toucherait environ 20%. Depuis leur retour en France, la famille échange régulièrement avec elle sur Internet. Le couple ne veut rien cacher à Marius sur ses origines. C'est qui Marius? C'est Anne. Bisous. Dans leur petit village, leur nouvelle paternité a réjoui leurs proches. Bon, dis donc. C'est un enfant comme tout le monde, il a la chance d'avoir 2 papas qu'il adore. Enfin, ça, je crois que c'est une évidence. Après, il est entouré, moi, je trouve qu'il lui manque rien, quoi. Enfin, il est parfait, on ne peut pas dire à un enfant qu'il est parfait, mais voilà, c'est un enfant comme tous les autres. Même si l'un des deux est le père biologique, du point de vue de la loi française, Bruno et Romain ont tous les deux été reconnus pères de l'enfant. Marius, lui, a la double nationalité franco-américaine. Ensemble, ils projettent de repartir dans quelques années aux États-Unis, voyager sur les traces de leur histoire. La suite de leur histoire, Thomas et Cyril sont impatients de l'écrire. Après leur coup de foudre il y a 2 ans, le couple s'est marié l'été dernier et le désir d'enfant s'est imposé naturellement. En rencontrant Thomas, il m'en a parlé et puis je me suis dit voilà, c'est l'homme de ma vie, donc on va fonder notre famille ensemble et c'était une évidence aussi, voilà. D'un commun accord, ils ont opté pour l'adoption, rendue possible grâce à la loi Taubira en 2013. On voulait être sur un pied d'égalité aussi par rapport à cet enfant et que l'enfant ait aussi ce repère d'égalité dès le début. On n'envisage pas du tout, nous, une GPA, ce sera une adoption, pupille de l'État ou rien. Dès novembre dernier, ils ont donc entamé une procédure auprès du Conseil général de Côte-d'Or. Première étape, la demande de l'agrément. Un processus de 9 mois ponctué de rendez-vous pour juger le projet parental. Une fois l'agrément obtenu, commence alors une période d'attente, longue et incertaine, parfois pénalisante pour les couples de même sexe. Certains départements seraient réputés conservateurs. Ça, regarde à chaque fois Le monde est peut-être un peu plus ouvert, mais il y a quand même des choses qu'on entend sur l'homosexualité, toujours maintenant, à cette époque-ci, qui me font penser que oui, ça doit peut-être être un peu plus difficile pour les garçons, pour 2 garçons en tout cas, d'adopter, ouais. Thomas, lui, est positif et est prêt à assumer son rôle de père avec tout ce que cela implique. C'est des enfants qui ont été confrontés à la rupture, c'est à prendre en compte, quoi qu'il arrive, qu'il ait 3 mois ou 6 ans, c'est une problématique récurrente. Donc un enfant adopté n'est pas du tout le même profil qu'un enfant biologique. Fatigué, mes concerts. Passionné de musique depuis le plus jeune âge, Thomas dirige sa propre école de chant. C'est ici qu'il a rencontré Laure il y a 15 ans. Aucun doute pour elle, ses amis ont toutes les qualités pour devenir père. J'ai peur que tu n'ailles pas plus loin que ça. On a encore sur certains tabous, je pense, et il ne devrait pas y en avoir. C'est des personnes qui aimeraient donner beaucoup d'amour et ça serait normal en fait qu'elles puissent aussi avoir le droit d'avoir un enfant. Le désir d'être père, c'est vraiment de pouvoir perpétuer un petit peu tout ce que j'ai pu avoir avec ma famille, tout l'amour que j'ai pu recevoir. J'ai besoin aussi de le restituer. Alors je le restitue à mes amis, à mon mari, à mes amis, à mes élèves et tout, mais j'aurais besoin vraiment aussi de pouvoir passer le flambeau en fait. Dans cette aventure, Thomas et Cyril ont aussi associé leur famille. Leur homosexualité n'a jamais été un problème, alors les parents de Thomas sont impatients de voir leur fils devenir père. On les soutient à fond. Je pense qu'eux, ils sont prêts, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je pense qu'ils ont bien pris parce que c'est quand même important, c'est un projet c'est pour la vie.
Donc, mais je pense qu'ils y ont songé et puis qu'ils sont prêts. Pour nous, ça a du bonheur aussi, quoi, parce que comme on est tout prêt, ben, aussi bien avec leur loulou et puis le bébé, ben, ça, on les aura, je pense, souvent. Mais le couple le sait, le chemin jusqu'à la paternité est encore long. C'est tellement difficile de se projeter. Il y aura des larmes, je pense. Ah oui, ce sera... Des larmes, mais Je pense qu'il y aura même un peu de maladresse, on va pas savoir une rencontre particulière. Mais quoi qu'il arrive, ce serait du bonheur. Ce serait du bonheur, ouais. Mais alors à savoir comment ça va se passer. Ouais. Point d'interrogation. Depuis 2019, 17 enfants ont été adoptés en Côte d'Or, dont 3 par des couples homoparentaux. Thomas et Cyril espèrent eux aussi faire partie des heureux élus. Le sourire, la joie des enfants qui s'amusent, ça n'a pas de prix. Et pourtant, tous les parents vous le diront, les enfants, ils ont un coût non négligeable. Entre eux, les couches, l'achat d'une poussette, l'éventuel changement de voiture, sans même parler des études à financer plus tard. Combien coûtent finalement nos très chers enfants? On a fait les comptes avec Sébastien Quérou, Gabriele Porometto et Vincent Gendreau. L'arrivée d'un bébé, c'est toujours un heureux événement. Pour fêter ça, certains parents vont dépenser sans compter. La puériculture, un marché qui ne connaît pas la crise. Alors, un enfant, ça n'a pas de prix? Vraiment? Pour commencer cette enquête, nous nous sommes rendus à Savigny-les-Beaunes, chez Kevin et Mélissa. Dans 2 mois, ils deviendront les heureux parents d'une petite fille. Et à la maison, tout est déjà prêt pour l'accueillir. On a quelques jouets, on a beaucoup d'habits. Donc une partie ici, une partie là. Tout a été acheté en neuf. On a aussi la table à langer avec des langes, donc elle va pouvoir se salir autant de fois qu'elle le veut. Le stock de couches, de quoi voir venir, elle va pas en manquer. Combien on avait payé la chambre? 399 €. Ah, au lieu de 999, on avait fait une belle économie. De belles économies, mais la facture reste salée. Pour préparer l'arrivée du bébé, le jeune couple a déboursé pas moins de 2000 €, soit l'équivalent d'1 mois de salaire. Un vrai budget, mais complètement assumé. On veut mettre les moyens pour que d'un côté elle ait tout ce qu'il lui faut, qu'on ne soit pas obligé de racheter, par exemple si on avait acheté de l'occasion, être obligé de racheter 1 mois plus tard parce que c'était cassé, ou on a préféré directement acheter tout en neuf, comme ça on savait très bien que derrière on serait tranquille. Acheter neuf, quitte à liquider toutes ses économies, c'est aussi ce qu'a fait Morgane pour son premier enfant. 3 ans et un deuxième bébé plus tard, elle fait les comptes. Alors en tout, j'ai tout détaillé, donc j'en ai pour plus de 4000 €. Il y a tout le mobilier, la baignoire, la commode, les habits. Et tout ça, c'était vraiment des dépenses nécessaires? Pour moi, oui. Vu que c'est la première, j'ai voulu acheter tout ce qui me plaisait, quoi. Même si je me rends compte qu'il y avait certaines choses qu'il n'y avait pas besoin. Désormais maman de 2 petites filles, Morgane n'a plus la fièvre acheteuse. Et heureusement, car un bébé, mine de rien, ça consomme. J'ai oublié les couches. Donc là, j'en prends qu'un paquet parce qu'il m'en reste. Donc pareil, je prends toujours à l'avance. Aujourd'hui, pour renouveler les stocks, Morgane fait ses courses à la semaine en ligne, en regardant bien les prix. Et au fait, par mois, ça représente combien? En comptant juste le lait, l'eau et puis les couches, ouais, je dirais bien... plus de 100 €. 100 €, c'est pas rien. 100 € pour l'alimentation et l'hygiène, c'est un peu moins que ce que dépensent chaque mois les jeunes parents. D'après une récente étude, le premier bébé coûterait en moyenne 490 € par mois. Ce qui comprend bien sûr les petits pots, le lait, les céréales, mais aussi la poussette, les vêtements, les couches et tous les produits nécessaires.
Le plus gros poste de dépense, les frais de garde, 252 € par mois. Et encore, tout ça c'est sans compter les jouets et les doudous. Ah, ça on peut le dire, nos petits bouts de chou n'en manquent pas de jouets et de peluches. À croire qu'il n'y en a jamais assez. La puériculture, un marché en plein essor. Et en Bourgogne, le nanin en profite bien. Le nanin, c'est un doudou, c'était à l'origine ce que les mamans donnaient à leurs enfants. Elles prenaient un morceau de torchon, elles faisaient un nœud dedans, elles le donnaient en guise de doudou à leurs enfants pour qu'ils dorment. Elles disaient « fais dodo, fais nanin ». En 2020, le nanin s'est vendu à 25 000 exemplaires. Son prix moyen, 50 €. Ça peut paraître cher, mais un doudou, c'est l'objet fétiche dont l'enfant ne se séparera jamais. Alors, quand en plus c'est du Made in France, les parents n'hésitent pas. Nous, l'année dernière, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3. Nos clients viennent de tout horizon. Ils peuvent être modestes ou pas. On a toujours envie de faire un joli cadeau de naissance pour un bébé. Aujourd'hui, les parents sont donc prêts à dépenser des milliers d'euros pour leur premier bébé. Et pourtant, il y a encore 100 ans, un nouveau-né, ça ne coûtait presque rien. Vu les familles nombreuses et le niveau de vie, il valait mieux. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Aujourd'hui, au XXIe siècle, un bébé qui naît, en général, il a été désiré, voire souvent attendu plusieurs mois, si ce n'est des années. Il est beaucoup moins fragile qu'autrefois, il va vivre en fait. Et on est quand même aussi dans une société d'abondance, quand même, il faut le dire. Hein. On ne manque de rien. Et même les familles populaires ont de quoi, finalement, faire des dépenses souvent un peu somptuaires pour accueillir un bébé qu'on a beaucoup attendu et dont on est très fier. Pour prendre un peu de recul, nous avons fait appel à une historienne. Jusqu'au XIXe siècle, pour la très grande majorité des Français, les vêtements et les couches, c'était simplement de vieux chiffons et des bouts de tissu. Et pour la nourriture, pas de petits pots, juste du lait maternel et de la bouillie de céréales. Un bébé d'autrefois ne coûte rien. Le berceau et puis les objets qui apprennent à marcher, en général, c'est fabriqué à la maison. Et si ce n'est pas fabriqué à la maison, ça a été récupéré d'une autre famille ou d'une parenté. Et beaucoup de choses, une poupée peut être aussi fabriquée avec un morceau de bois ou du tissu pour faire un visage. Donc c'est très peu cher tout ça. À ce stade de l'enquête, nous avons découvert qu'il y a un siècle, le bébé n'avait pas d'impact sur le budget des familles. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Pour faire des économies, tout en ne se privant de rien, la solution, c'est peut-être tout simplement le recyclage, un phénomène de plus en plus tendance. L'intérêt premier, c'est bien sûr le prix. Une poussette neuve peut coûter entre 600 et 700 €. Chez nous, on peut la trouver entre 100 et 150 € en bon état. Donc ça va représenter une remise du quart du prix du neuf. Donc c'est très intéressant pour un foyer. Et des économies, on peut aussi en faire sur le reste. Souvenez-vous, pour son premier bébé, Morgane avait acheté pour plus de 4 000 € d'affaires en tout genre. La bonne nouvelle, c'est que 3 ans plus tard, la petite dernière en profite à son tour. Les habits, c'est les habits, là, l'ensemble qu'elle a, c'est les habits de la première. Voilà. Mais sinon, après, elle a eu pas mal de cadeaux de naissance, justement, donc ça fait plaisir quand même qu'elle ait du neuf. Quant à Mélissa, la future maman, elle aussi compte bien réduire la facture. Et pour ça, elle a déjà la recette. Les économies, on va les faire sur l'alimentaire. Je souhaite allaiter notre enfant et par la suite faire des petits pots maison. Ça nous coûtera 3 fois moins cher que si on achetait des petits pots tout faits au supermarché. Alors, pour résumer, combien coûte un bébé ? 2 000 € en profitant des soldes ? 4 000 € pour les coups de cœur ? Ou 490 € par mois ? À l'issue de notre enquête, les indices récoltés n'ont pas permis de donner un chiffre précis. Mais finalement, est-ce que c'est si important ? Ça a un coût financier, mais qui est très vite repris par tout l'amour qu'il peut nous donner en échange. C'est un bon sacrifice quand même, parce que du coup, c'est une bonne joie de vivre, les enfants.
quand il pleure pas. En fait, ce que coûte un bébé, c'est peut-être tout simplement la somme de l'amour des parents et du bonheur qu'ils partageront tous ensemble. Comme quoi, un enfant, ça n'a vraiment pas de prix. I'm about to boogie, got my groove on. Fleeked up, trying to get my cue on. Only main people in my circle, everybody else is getting cut like coupons. Only stacking bread if it's gluten free. I say money over niggas, never MOB. You hating what? Get a JOB. No negative vibes, that ain't my cup of tea. Hotline blinging when I ring tone. I've been single, I had to let my team go. Bare drama, I've never been involved. I just give him air, let the wind blow. Quick Westfield, new trainers, in and out, took pictures. Et quel qu'en soit le prix, Anne-Lise Pillot, vous ne voulez pas d'enfants, vous avez 37 ans, ça tombe bien, des enfants, vous n'en avez jamais voulu, c'est bien ça? C'est bien ça. Je n'ai jamais eu le désir d'avoir des enfants, de maternité. Depuis que je suis toute jeune, les premières fois où j'en ai parlé à mes 15-16 ans, je disais déjà ça. Alors évidemment, on me disait attends de voir, tu verras bien, tu auras le temps de ça. Et puis en fait, l'envie n'est jamais arrivée. Alors c'est une histoire d'envie ou il y a d'autres raisons? Alors, j'ai pas eu l'envie. Avec le parcours que j'ai eu dans la vie, mes expériences professionnelles et de militantisme, j'y ai ajouté d'autres raisons, notamment celle d'avoir du temps pour militer, pour faire des projets sociaux, voilà. Donc voilà, il y a plusieurs raisons. Après, l'état de la planète et de notre société m'a toujours renforcée dans mon idée de ne pas en avoir. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose de complet qui fait que je sais que je vivrai bien sans enfant. C'est une histoire de contrainte aussi ou pas? Oui, c'est une histoire de contrainte dans le sens où, pour moi, la liberté, c'est faire des sacrifices, d'avoir des enfants. Je crois que là-dessus, on s'entend tous, hein, plus ou moins. En tout cas, ceux qui arrivent à le dire. Donc il y avait ces contraintes et moi j'avais envie d'avoir une liberté totale de choix de vie. Ouais. Vous dites ceux qui arrivent à le dire, est-ce que vous trouvez que vous êtes davantage aujourd'hui de femmes à l'assumer ça? Je ne veux pas d'enfants et je l'assume. Je sais pas, je le lis parce que moi je m'intéresse à ce sujet et puis que du coup je lis beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que dans tous les milieux sociaux, est-ce que partout les gens arrivent à le dire facilement et qu'on arrive à en discuter sans que ce soit... ouais, je sais pas, je suis pas sûre. Et est-ce que c'est facile à assumer justement? C'est pas si simple à assumer. Moi, dans mon milieu et familial et professionnel, voilà, je suis avec des gens qui sont très ouverts d'esprit sur la question. Mais malgré ça, on sent qu'il y a toujours des petites réticences sur ces questions-là, des façons de ne pas se comprendre sur ce désir ou non désir d'enfant. Voilà, moi, j'ai déjà entendu des remarques. Voilà, on me disait que ça allait venir, que mon corps allait me le réclamer, alors que j'aimais pas les enfants parce que j'en voulais pas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais, et alors, vous aimez les enfants ou pas? J'aime bien les enfants, après, je passerai pas mon temps avec eux, mais... Voilà. Il y a une critique, j'imagine, vous l'avez entendu, c'est égoïste de ne pas vouloir d'enfants. Comment vous recevez ce type de réflexion? J'entends que ça puisse le paraître. Moi, je me suis déjà posé la question. Voilà, effectivement, c'est une façon de concevoir la vie en mettant en avant ses propres envies, ses propres modèles, ses propres... Voilà. Après, est-ce que c'est pas égoïste dans la société dans laquelle on vit, inégalitaire et la planète qui suffoque, de faire des enfants aussi? Je sais pas, je me pose la question. En tout cas, vous vous assumez et vous êtes certaine, dans quelques années, vous ne regretterez pas? Non, je crois que je ne regretterai pas. Je crois, après, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais vraiment, je ne crois pas que j'aurai de regrets. Il y a toujours après cette image de on finit vieux, seul, et puis on n'a pas les enfants pour nous aider ou pour... voilà, moi, j'ai pas envie de concevoir la vie comme ça. J'ai envie de la vivre maintenant à 300%. Et puis on verra ce qui arrive plus tard et puis comment ça se passe. Une femme trentenaire, bien dans sa tête, bien dans ses pompes, et qui n'a pas besoin d'enfants pour ça. Ouais, je crois. Merci Anne-Lise. De rien.
Les femmes désormais accouchent de plus en plus tard. On parle même de grossesse gériatrique à partir de 35 ans. Avoir un enfant sur le tard, cela permet de prendre le temps d'être installé dans la vie. C'est aussi prendre davantage de risques. Ils sont accrus à la fois pour la maman et pour le bébé. Ces risques, ils sont aussi mieux assumés, encadrés, limités par le corps médical. Enceinte à 40 ans et alors, c'est un reportage de Vanessa Hirson, Fabienne Lemoine et Vincent Grandemange. Alors, on va commencer par regarder comment bébé se positionne dans votre utérus. Alors là, vous pouvez voir une petite main juste devant le visage. Avec une fréquence cardiaque normale à 143 battements par minute. Très bien, pas de souci particulier pour son petit cœur. Et bien là, tout va bien, il grandit bien. Il est un peu cachotier. C'est-à-dire? Il ne veut pas nous montrer ce qu'on cherche, mais sinon... Je confirme. Tout va bien, mais tout n'a pas été aussi facile pour Aline. Il y a 12 ans, elle a eu recours à une IMG, une interruption médicale de grossesse, à cause d'une malformation du fœtus. Enceinte de 4 mois, c'est aujourd'hui la 3e échographie. Une appréhension pour le couple, car cette future maman s'expose à d'autres risques liés cette fois-ci à son âge, 40 ans. Entendre le cœur, c'est le top. Sachant ce qu'il y a eu avant pour ma chérie, savoir que tout se passe bien pour le moment, c'est que du bonheur. Le problème principal, c'est le risque de fausse couche du premier trimestre de la grossesse, puisqu'il est environ de 30% à partir de 40 ans. Tomber enceinte après 40 ans, c'est sûr que c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que la fertilité, elle est maximale jusqu'à 35 ans à peu près chez une femme. Elle commence à diminuer progressivement à partir de 35 ans et elle commence réellement à chuter après 40 ans. Voilà, donc j'ai écrit le sexe de bébé à l'intérieur et je l'ai collé avec de l'eau, avec la salive. Merci évidemment. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne découverte. Merci. Et puis on se voit bientôt pour la prochaine échographie. Avec plaisir, D'accord. merci beaucoup. Bonne journée. De même. Au revoir, messieurs. Au revoir. Et tout au long de la grossesse, d'autres soucis peuvent apparaître. Diabète gestationnel, problèmes cardiovasculaires, fibrome utérin. L'enfant, lui, est davantage exposé à des malformations congénitales et à la trisomie 21. Mais pour Aline et son bébé, tout va bien. Un soulagement qu'elle partage avec une amie, celle qui depuis le début prête une oreille attentive à ses préoccupations. Le pilote de la petite jambe de crapaud, c'est ça qui nous a embêtés pendant une demi-heure. Il était complètement recroquevillé sous lui. Là. Tu dirais des ailes de poulet. Ouais, c'est sa cuisse et son pied. Ça. Non, c'était cette peur-là de la malformation, Non, pas trop la fausse couche, non. Fausse couche, pas trop, c'était plus les malformations et tout ça. Moi, là, j'ai eu mon dernier enfant et on m'a rendu mon dossier. Et c'est quand on lit le dossier que c'est assez édifiant. Et du coup, j'ai à peu près 20 fausses couches, 20 grossesses, 14 et 16 fausses couches. Et 4 enfants vivants. Je me suis servi de mon expérience et en fait, je lui ai dit que malgré qu'on puisse rencontrer des difficultés, il faut quand même y croire et avancer. En plus de l'entourage, pour répondre aux angoisses et accompagner en douceur les mamans dans leur grossesse, la PMI, la protection maternelle et infantile, met à leur disposition des professionnels de santé, infirmières en puériculture, médecins, sages-femmes. Quand ça reste du domaine du gérable, elle va être juste accompagnée, elle va la voir tous les mois. Et voilà. Si par contre on sent que cette maman est très très inquiète par rapport à tout ça, à ce moment-là, on peut lui proposer d'être accompagnée par une psychologue. On peut lui faire rencontrer déjà en anténatal la puéricultrice de PMI qui pourra aussi venir la voir après quand son bébé sera né. On pourra mettre en fait à proximité de cette maman et de ce couple des professionnels de la santé qui vont pouvoir l'aider à prendre confiance en elle. Avoir un enfant à 40 ans ou presque, c'est tout l'objet de ce livre écrit par Anis Pernotte. Cette ancienne musicienne est tombée enceinte de son premier enfant à l'âge de 42 ans, comme 26% des mamans Quadra en 2014. À l'époque, les articles consacrés à la maternité tardive portent trop souvent un regard inquiet et médicalisé. Anne-Lise décide donc de traiter ce sujet de manière positive en s'inspirant de son expérience et de sa grossesse sans complications.
Et pour aller encore plus loin, elle crée ce blog et propose du coaching à toute la communauté des mamans de plus de 40 ans. Il y a des articles avec différentes catégories. Alors comment est-ce qu'on fait un enfant à 40 ans ? Comment est-ce qu'on vit une grossesse tardive ? Comment est-ce qu'on accueille son enfant ? Comment est-ce qu'on éduque son enfant ? Et la maternité, la parentalité tardive en général, elle est très éclectique, c'est-à-dire qu'on a des familles recomposées, des familles nombreuses, des femmes qui ont privilégié leur carrière, des femmes qui ont un projet d'enfant en solo. On a aussi la communauté gay et lesbienne qui se met en couple peut-être un petit peu plus tard que la moyenne. La maternité tardive, elle ne doit pas être réduite à un cliché qui serait celui de la quadra qui se réveille un matin en se disant « Oups, j'ai oublié de faire un bébé ». C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que ça. Karine est un exemple de ces femmes-là. Son ancien mari refusait d'être père. C'est finalement aux côtés de son nouveau compagnon qu'elle a construit sa vie de mère. Ensemble, ils ont eu Lucas. Elle avait 40 ans, lui 45. Parfois, en tant que maman tardive, on a un petit peu tendance aussi à s'auto-stigmatiser et à se dire qu'on est plus vieille que les autres et à s'inquiéter par rapport à ça. C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Est-ce qu'on va penser que je suis la grand-mère de cette petite fille que j'irai chercher à la crèche ? Comment est-ce que je vais le vivre ? Est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose d'égoïste vis-à-vis de cet enfant ? Parce qu'au final, est-ce que je vais réussir à l'accompagner aussi longtemps que je le souhaite ? Le fossé générationnel, une question que Karine ne se pose pas. Elle-même est une enfant de parents âgés et elle y voit des avantages. Mon père en a 88, j'ai 42 ans et ma mère en a 75. Donc non, c'était vraiment pas une question. Et j'ai été heureuse dans ma jeunesse. Oui, on a senti un petit peu la différence entre les autres et nous, parce que nous, on avait des parents plus âgés. Mais bon, de part que nos parents étaient en retraite quand on était ados, c'est vrai qu'ils ont pu s'occuper beaucoup plus de nous que s'ils travaillaient. Ils nous ont emmenés à l'école, on a pu faire beaucoup plus de choses. Je trouve que voilà. Après, il y a la santé qui joue énormément, parce que quand il sera adolescent, je serai en retraite. Donc s'il faut lui courir après, que je suis en capacité de lui courir après, ça va être compliqué. La maturité des mamans de 40 ans joue un rôle important dans la manière de vivre la grossesse et d'éduquer l'enfant. Mieux organisées, elles arrivent à se dégager du temps pour les activités et s'engagent pleinement dans l'éducation de leur progéniture. À cela s'ajoute le confort d'une stabilité professionnelle et financière. Chaque famille est unique et chaque famille a une histoire particulière, chaque maman a une histoire particulière qui fait que cette grossesse va être colorée d'une certaine façon. Et puis il paraît que parents un peu plus tard, on reste plus jeune. Donc tant mieux, ça nous rajeunira. C'est pas forcément mieux que d'être parent à 30 ans, c'est juste différent et il y a aussi beaucoup d'avantages. Pour les femmes, je pense qu'il y a... Parce que nous, on ne vit pas la pression sociale à 30 ans d'être papa. En revanche, je me souviens très bien la pression sociale qu'il pouvait y avoir sur une femme. Mais qu'est-ce que tu attends pour être en couple ? Qu'est-ce que tu attends pour avoir un enfant ? Détendez-vous. Il n'y a pas d'urgence parce que finalement, sur le plan physiologique, physique, tout ça, ça peut se faire plus tard. Donc, choisissons le moment quand on le sent vraiment. Selon l'INSEE, le nombre de mamans de 40 ans et plus augmente régulièrement depuis les années 80. En 2015, un nouveau-né sur 20 avait une maman quadragénaire ou plus, retrouvant ainsi le niveau de 1948, en plein baby-boom. Et on souhaite plein de bonheur à ce petit garçon à venir et à toutes les familles que l'on a croisées au cours de ce magazine. Cette émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir l'intégralité de ce numéro d'Enquête de région sur le site internet de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Enquête de région. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud, avec ses cheveux en brosse. Elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque.